Je passe la parole à Éric Coquerel. Bien, bonjour à toutes et à tous. Moi aussi, Hélène, je suis content d'être là. Je suis content d'être à côté de toi. Je suis content aussi de te découvrir. Je suis content aussi de voir autant de monde dans la salle. Il y a des journalistes qui me disaient, mais vous venez faire des meetings, pourquoi, notamment dans des villes qui ne vous ont pas forcément extrêmement favorables. Bah, je disais pour justement montrer l'inverse. Voilà. Et comme on compte gagner les élections, on ne va pas uniquement aller dans des circonscriptions comme la mienne, où par exemple j'ai été élu au premier tour avec 68% des voix. C'est clair qu'on ne peut pas se contenter de ça. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les meetings que nous faisons en ce moment, dans notamment des départements ruraux ou des villes qui ne sont pas forcément les villes les plus enclines à nous écouter, à chaque fois c'est bondé. Plusieurs centaines de personnes. Moi j'étais il n'y a pas longtemps à Tarbes, à Pau, j'étais à Roanne, à côté. Mathilde était à Figeac il y a quelques jours. À chaque fois, c'est des salles bondées. Et puis ici, ce soir, encore la preuve. Donc je trouve que c'est une bonne démonstration que certes, on est un mouvement qui donnons, c'est vrai, la priorité dans notre action aux quartiers populaires, aux villes populaires, aux jeunes, mais qu'en aucun cas, ça signifie qu'on abandonne les départements ruraux, les autres villes, etc. Encore une fois, parce que pour être majoritaire, il faut être partout. Et je trouve que je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de forces à gauche, vous me direz, hein, parce que vous êtes plus spécialiste d'ex que moi, qui sont capables comme ça de réunir plusieurs centaines de personnes un jeudi soir. Voilà. Donc ça, c'était en introduction. Alors, je vais parler du budget, mais pas que, parce qu'on m'a dit quand même que je pouvais parler de ce que je voulais. C'est ça le privilège, j'allais dire. Si je suis envoyé, je ne vais pas parler de grand-chose. Bien. Non, parce que je ne vais pas commencer à parler du budget, mais vous allez voir, je vais y venir. Je vais quand même plutôt parler de ce qui s'est passé hier soir avec, évidemment, Emmanuel Macron, allocution télévisée. Alors, très franchement, moi, je pensais qu'il allait être en costume noir, sombre, avec un regard vers la ligne bleue des Vosges. C'est exactement ce qui s'est passé, avec tout le sérieux que réclame la période, et puis surtout cette posture qu'il aime bien, surtout quand il est très minoritaire dans l'opinion, parce que ça permet, j'allais dire, pense-t-il, de se redorer le blason, c'est-à-dire celle du chef de guerre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il l'avait fait déjà pendant le Covid, et là il a recommencé hier, parce qu'il est évident que au-delà de la dangerosité de la période et de la dangerosité de la manière dont la France, sous Macron, se profile par rapport à cette période, il y a en plus évidemment un intérêt tout à fait politicien qui est le sien, c'est-à-dire dans un moment où il a perdu les élections en juillet, perdu les élections européennes, vu son gouvernement censuré, je parle du gouvernement Barnier, la question à un moment donné de laisser penser que la guerre est à nos frontières et qu'il faut s'y préparer, c'est toujours quelque chose sur lesquels sont enclins à verser les présidents de la République, les présidents de la Ve République, et ça n'a pas manqué hier. Bon, ça c'est j'allais dire, un des aspects de la question. Évidemment, il y en a d'autres, à mon avis, qui sont plus graves. Alors, il y a une chose qu'il a dit dès le départ avec lequel je peux être d'accord, enfin je suis même d'accord, il a dit il y a un changement d'air. Bien. Après, je n'étais plus d'accord avec rien du tout. Bon. Mais le changement d'air, il a raison. Mais alors, il y a quand même quelque chose de paradoxal, parce que qu'est-ce qui a changé d'air depuis une semaine ? Bon. Ce n'est pas l'offensive et l'agression russe en Ukraine. Celle-là, elle se poursuit. Ce n'est pas les buts de guerre de la Russie. On les connaît, hein, Donbass, Crimée, que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN. Donc qu'est-ce qui a changé ? C'est les États-Unis d'Amérique. Bon. C'est le fait que les États-Unis d'Amérique aient changé d'alliance, de manière très claire. C'est le fait que les États-Unis d'Amérique préparent une paix sur le dos des Ukrainiens avec les Russes, et puis en même temps en raflant les minerais rares et les terres rares au niveau de l'Ukraine. C'est le fait que les États-Unis d'Amérique bafouent tout le droit international. Ce n'est pas nouveau que les États-Unis d'Amérique bafouent le droit international. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'ils le disent. Bon. Et notamment, y compris en revendiquant le fait d'envahir une terre européenne. Je parle du Groenland, je connais la nouvelle. Bon. Et puis évidemment le Panama, etc. Et puis c'est le fait que les États-Unis d'Amérique, en quelques jours, sont en train d'installer une fascisation du régime. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est de ça dont il s'agit. Bon, c'est ça qui est nouveau, qui fait qu'on change d'air. Et donc, qu'est-ce qu'il en tire comme conclusion, Emmanuel Macron ? Eh bien, il en tire comme conclusion qu'on est en guerre froide par rapport à la Russie,
que la Russie est la seule menace et qu'on doit se tourner vers une économie de guerre qui conserve comme allié principal les États-Unis d'Amérique. Bon. Donc, il n'a rien compris. Enfin, il n'a rien compris. Je pense qu'il a compris, mais en tout cas, on voit bien que sa manière de voir les événements est une manière de voir qui d'abord nous conduit vers une situation extrêmement dangereuse, mais nous laisse toujours en vassalisation d'un pays, des États-Unis d'Amérique, parce qu'il ne parle pas de sortir de l'OTAN, pour lui c'est dans l'OTAN que ça reste, bon, qui, j'allais dire lui-même, est en train de prendre un cours où très clairement on ne peut plus dire aujourd'hui, d'un côté il y a l'agresseur russe, et puis de l'autre côté il y a la démocratie et le droit international. C'est plus ça qui est en train de se passer. Bon, de manière très claire, Trump ne vaut pas mieux que Poutine, quoi. Bon, donc la situation est là, et évidemment il n'en tire aucune conséquence. C'est la première chose que je vois hier avec cette affirmation d'une guerre sur le long terme, même si pour l'instant elle est larvée, avec la Russie. Bon, il y a quelque chose d'ailleurs de paradoxal là-dedans, parce qu'il explique qu'il compte envoyer des troupes européennes en Ukraine après la paix. C'est exactement ce qu'il a dit. Alors, notons au passage d'ailleurs que c'est une paix où manifestement, de ce que j'ai compris hier, il entérine le fait que l'Europe n'a aucun rôle, que la France n'a aucun rôle, que l'Ukraine n'a aucun rôle dans les conditions de cette paix. Parce qu'une des choses qu'il aurait pu dire hier, avant d'entériner un possible accord de paix dont on connaît les conditions, hein, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la victoire de la Russie et la défaite de l'Ukraine, très clairement. Bon. Il aurait pu entériner que la France, non seulement revendique d'être à la table des négociations avec les autres pays européens, mais en plus, par exemple, au moins, le point d'arrivée, c'est autre chose, mais en point de départ, continue à revendiquer que le droit international ne soit pas bafoué et que donc, par la force, un pays ne puisse pas comme ça annexer une partie d'un pays. Bon, ce n'est pas du tout ce qu'il a fait, il n'a rien dit là-dessus. Là-dessus, il a entériné le plan de paix qui est en train de se préparer, effectivement, de facto entre les États-Unis et l'Amérique. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que c'est compliqué d'expliquer que vous entérinez un plan de paix qui va se faire sur les bases de ce que souhaitaient les Russes, mais en même temps dire qu'en réalité, on prépare la guerre. Il y a quelque chose j'allais dire, qui est curieux, parce que soit on pense que ce plan de paix ne vaut rien et qu'en réalité, il ne préfigure que le fait que les Russes puissent prendre encore plus de force et continuer avec ce que je pense est une fable. Je pense que quand je dis ça, ça ne veut pas dire du tout que j'adhère, j'allais dire, à l'oligarchie russe et à ses plans agressifs. Ça veut dire simplement que je ne crois pas que l'objectif des Russes, qui avait été un objectif affiché depuis longtemps, soit d'aller jusqu'à Berlin. Voilà, ils n'ont pas l'intérêt d'aller jusqu'à Berlin. Il y a une confrontation qui se passerait pour un pays qui veut aussi faire du business et qui veut appuyer une domination économique qui n'est pas celle-là. Bon. Donc, il entérine qu'il y a un plan de paix et il nous dit en gros de nous préparer à la guerre. Il aurait pu dire, par exemple, ce qui aurait pu donner là une place et un rôle à la France dans une situation où on voit, je vais revenir tout à l'heure, des blocs impérialistes qui sont dans des périodes de pré-affrontement. Il aurait pu dire, bon, bah, il y a un premier plan de paix et puis moi, je revendique le fait de proposer un plan de paix sur un plus long terme. Par exemple, faire ce que Jean-Luc Mélenchon propose depuis longtemps, une conférence des frontières. Ça pourrait être intéressant, parce qu'on voit bien que dans ce qui se passe au niveau de la Russie, c'est notamment le fait que, après la chute du mur de Berlin, rien n'a jamais été discuté et décidé par rapport à la question des frontières en Europe. Alors on peut se dire, bah, les frontières en Europe, elles sont ce qu'elles sont, sauf qu'on voit à partir du moment où il y a une puissance qui explique que non, il n'entend pas de cette manière-là, et notamment, par exemple, on sait que les Russes n'entendaient pas le fait que, parce que c'était dans les accords implicites, on nous cite Minsk, mais avant ça, il y a eu la chute du mur, et il y avait des accords implicites que, par exemple, l'Ukraine ne devait en aucun cas rentrer dans l'OTAN, c'est-à-dire que la Russie ne devait pas se trouver à ses frontières avec clairement une alliance adversaire et ennemie, potentiellement agressive vis-à-vis d'elle. On aurait pu penser que ce qu'il faut peut-être maintenant discuter, c'est les frontières, globalement. Bon. Eh bien non, ce n'est pas ce que fait en aucune manière Emmanuel Macron. Il applique cette idée que la France doit se préparer plutôt à être à la tête d'une économie de guerre, et d'une économie de guerre tournée, on l'a dit, vers une confrontation larvée, potentielle, avec la Russie, qui est désignée comme le seul adversaire numéro un dans la situation actuelle. Bon. Deuxième chose, il aurait pu aussi peut-être citer un mot qu'il n'a pas cité dans son allocution.
sais pas si vous avez observé, il y a un an, dans une situation, vous avez compris que, vu la situation que je décris, je parle d'avant 14, avant 39, le moins qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, elle est très angoissante. Mais enfin, je ne vois pas en quoi le rôle d'un pays comme le nôtre est de participer à cette mise en concurrence, de cette mise en confrontation, dont à un moment donné, on peut supposer que tout ça ira surtout vers des affrontements secondaires parce qu'il y a la dissuasion nucléaire, mais chacun sait aussi qu'à un moment donné, ça peut déraper vers quelque chose de définitif. Bon. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que justement, la question, c'est que la France, parce qu'on est dans une nouvelle ère, parce que les États-Unis d'Amérique, de par la position de Trump, à mon avis, j'attends de voir d'ailleurs que Trump rende le pouvoir dans 3 ans si jamais il était battu aux élections. Moi, je n'y crois absolument pas. Je pense qu'on a un vrai basculement qui vient de se passer. Eh bien, produit une politique qui, je veux dire, envoie des signaux par rapport au monde. Par exemple, une politique qui s'appuie toujours et avant tout sur le droit international. Ce qui fait que la France, et Emmanuel Macron hier, aurait dû dire des choses sur Gaza, par exemple. Bien, parce que le début, à un moment donné, et qui permet aujourd'hui à Trump de dire qu'il imagine envahir le Panama, le Groenland, etc., c'est parce qu'à un moment donné, le droit international ces dernières années a été complètement bafoué par le gouvernement Netanyahou en agressant le Liban, en envahissant en partie la Syrie, et évidemment en provoquant un génocide à Gaza. Et maintenant, avec cette idée, malheureusement, que je ne pense pas du tout virtuelle, qui est l'idée de Trump-Netanyahou de déporter carrément la population palestinienne de Gaza. Bon. La France devrait être le pays qui dit nous ne voulons pas nous résoudre à la question que le droit international s'en est fini, et nous appelons les autres pays dans le monde qui ont les mêmes intérêts, et il y en a notamment dans le sud global, à représenter une autre façon de voir les choses. Et par exemple, c'est cette façon justement de penser que c'est sous l'égide de l'ONU que devrait se faire la suite des discussions, notamment sur le continent européen, etc. Ça, c'est une première chose. Donc une France non alignée, une France qui sort de l'OTAN, une France qui se donne pour priorité non pas une économie de guerre, mais une économie de paix, c'est-à-dire basée sur la question de la bifurcation écologique, parce que c'est peut-être ça la chose la plus urgente pour que l'humanité puisse continuer à vivre à peu près correctement sur cette terre, et peut-être même à vivre tout court, vu l'accélération des catastrophes climatiques qu'on connaît. Et puis, une France qui continue à présenter un modèle social qui ne cotise pas et ne considère pas que la seule vision des choses, c'est un marché absolutiste sur toute la planète qui produit des profits, et soi-disant ces profits faisant les investissements de demain, les emplois d'après-demain. Et vous savez comme moi que tout ça est quelque chose d'absurde. Donc voilà ce que, à mon sens, Emmanuel Macron, je ne compte pas du tout qu'il le dise, mais aurait dû dire hier, c'est-à-dire présenter évidemment une véritable alternative, et du coup proposer aussi cette alternative aux pays européens qui peuvent la partager. Et à partir de là, il peut y avoir une coopération en Europe avec les pays qui le partagent. Mais en Europe et aussi l'autre côté de la Méditerranée. Alors ça me permet de dire un mot dans la situation actuelle sur la faute historique qui consiste dans l'escalade aujourd'hui avec l'Algérie de la part de Retailleau. Toute l'histoire de notre pays nous conduit à avoir des bonnes relations avec les pays anciennement colonisés, les pays de l'Afrique du Nord. Parce que d'abord, nous avons un grand nombre de binationaux, que ce soit des Algériens ou des Marocains. Les Algériens, on est à 3 ou 4 millions de personnes si on regarde les filiations. Deuxièmement, parce que c'est un débouché économique absolument énorme. Les exportations françaises n'arrêtent pas de grimper. Nous savons en plus qu'en réalité, notamment au niveau du gaz, on a plus besoin aujourd'hui de l'Algérie qu'ils n'ont besoin de nous. Mais on voit bien qu'il y a une histoire commune, évidemment pas de la même place, mais une histoire commune qui nécessite plutôt de ne pas laisser d'autres pays s'y intéresser. J'ai vu que l'Italie a très bien compris la chose et ouvre des très bonnes relations diplomatiques avec Alger. La politique de Retailleau, non seulement c'est une politique raciste, parce qu'en fait, en réalité, il préfigure sa campagne en 2027 sur les bases du racisme. Il y a les Français de papier, la fin du droit du sol, et la question de l'Algérie complète le fait de considérer comme un épouvantail l'arabo-musulman pour aller vite. C'est ça qui prépare, c'est là-dessus qu'il prépare, mais en plus, c'est une faute historique absolument terrible. Au lieu de ça, la France ferait bien, à travers notamment cette première ligne de pays de l'Afrique, avec lesquels nous avons des rapports historiques, de justement montrer que nous souhaitons avoir des relations de coopération et du coup d'intérêts bien sentis, qui ne sont pas les intérêts pour la plupart des pays du Sud global, des blocs impérialistes dont j'ai parlé,
qui serait où la France pourrait être figure de proue, en tout cas éclaireur, d'une politique non alignée, comme ça a pu être le cas dans les années 60. Là-dedans, puisque je vais parler d'armement, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, on ne considère pas, si on considère que la France doit se centrer sur ses intérêts vitaux, ça ne veut pas dire que la France se désintéresse éventuellement il faut voir comment ça se répartit aussi, mais de tel ou tel armement pour, par exemple, plus être dépendant des États-Unis. Je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, si demain on décide de ne plus dépendre de l'armement américain, il n'y a plus de catapultes sur le porte-avions nucléaire français. C'est terminé. Les catapultes sont américaines. Au niveau des renseignements, on est complètement à la rue. Donc il y a peut-être besoin de dépenses dans cet esprit d'une politique indépendantiste non alignée. Et d'ailleurs, pour montrer l'hypocrisie aujourd'hui d'Emmanuel Macron et de ce gouvernement, c'est qu'ils nous bassinent sur l'idée d'une économie de guerre, ils nous bassinent sur l'idée de retrouver notre souveraineté, et en même temps, ça ne les gênait pas de laisser l'entreprise Vancorex en Isère, fermée aujourd'hui. Vancorex, il faut bien comprendre, et il nie pas là-dessus, fabrique du sel et du chlore qui est absolument indispensable dans la production de la dissuasion nucléaire française, plus les fusées, etc. Bien. Et donc, vous avez peut-être entendu, ce matin, on a le ministre des Affaires étrangères qui nous a attaqué en disant « Ah, vous êtes LFI, c'est pro-russe depuis des années ». Mais tout ça, pour ne pas répondre à la question qu'on lui posait, c'est si vous fermez Vancorex, où allez-vous vous alimenter pour cette fameuse souveraineté née à la dissuasion nucléaire ? La réponse est simple, c'est fabriqué en Allemagne, amené par des camions polonais. Bon. Donc ils n'ont pas voulu répondre à cette question qui est absolument fondamentale. Et la bonne nouvelle comme ce soir, c'est que le tribunal a décidé de laisser 6 mois aux salariés de Vancorex pour essayer de trouver un projet alternatif. Bien, pourquoi on en arrive là ? Et je vais aller vers la conclusion. On en arrive là parce que pourquoi Emmanuel Macron peut comme ça se présenter devant nous, j'allais dire sûr de lui, en train de nous définir un plan, je l'ai dit, qui évidemment aurait des conséquences absolument terribles sur notre modèle social, sur l'investissement écologique, cette économie de guerre, se tournant en même temps sur la question du nucléaire. C'est parce qu'il n'a pas été censuré, parce que François Bayrou n'a pas été censuré. Voilà. On en arrive là parce qu'on les tenait, on avait censuré Barnier, on avait fait une démonstration à l'Assemblée nationale, les forces du NFP, qu'on était capable, dans la discussion budgétaire, de changer profondément les budgets. Je vous rappelle que le projet de loi de finances de la sécurité sociale a été voté par nous, contre les macronistes, parce qu'on l'avait totalement transformé. Celui qui est passé par le 49.3, c'est un budget qui est passé sans vote, et qu'on avait réussi aussi, avec des amendements, à transformer en profondeur le budget sous Barnier, au point même qu'on avait été chercher 60 milliards de recettes nouvelles dans les grands groupes et chez les ultra-riches. Bien. Pourquoi, à un moment donné, ils arrivent à continuer leur politique ? Parce que François Bayrou n'a pas été censuré. Évidemment, ça répond, de ce point de vue-là, à la responsabilité qui a été prise. Je crois qu'il y a des camarades socialistes dans la salle, mais il faut le dire, par les socialistes qui ont décidé de ne pas censurer ce gouvernement, et dont aujourd'hui on entend, moi j'ai lu un peu des interviews de François Hollande, que finalement, vu la nouvelle situation, il vaudrait mieux que tout ça dure jusqu'en 2027 et que c'est en 2027 qu'on réglerait la question. Nous sommes une force très clairement, on ne va pas attendre 2027. C'est-à-dire que toutes les occasions qui seront bonnes pour censurer ces gouvernements-là, même dans la situation où ils font des appels à la patrie pour jouer sur une fibre ou qui laisserait penser qu'il n'y a que l'Union nationale qui est possible à ça, nous, on ne jouera pas ce jeu-là. Et ça, il va y avoir des occasions absolument évidentes dans les mois qui arrivent. D'accord ? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation, vu en plus ce qui est en train de se passer, où il ne va pas y avoir des choix décisifs à faire. Il y aura un choix au prochain budget. Alors, pour répondre à ta question, le prochain budget, ils ont déjà annoncé ce qu'ils veulent faire. Ils veulent baisser. Là, ils ont le budget qui est passé, c'est 24 milliards de moins. C'est le budget le plus austéritaire de la Ve République. 24 milliards de moins qu'en 2024. Avec des conséquences, on le voit dans la vie de tous les jours et qui va se confirmer en 2024. Là, ce qu'ils veulent faire, ils viennent de le dire, ils veulent encore amputer les budgets des collectivités territoriales et y compris revenir à des mécanismes de contrainte. Ça, c'est affiché. Ils veulent s'en prendre au budget de la sécurité sociale. Ce que je vous dis là, c'était avant ce qu'ils viennent d'annoncer sur l'économie de guerre. Ils s'en prendront de 3 façons, en baissant
l'ONDAM et les budgets de remboursement de la sécurité sociale. Alors comment ils disent comment ils vont faire. Éric Lombard, qui est un peu la figure soi-disant de gauche qui nous a été vendue pour négocier la non-censure, le dit. Il dit, quand même, quand vous avez un revenu important, c'est peut-être normal que vous n'ayez pas un remboursement de médicaments aussi important que les autres. Bon. Je vous dis, ça peut peut-être paraître comme ça normal, mais c'est la fin du régime universel assurantiel de la sécurité sociale. Parce que dès lors que vous commencez à faire ça, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui cotisent en fonction de leurs moyens, d'accord, qui sont très riches, finissent par dire je ne vois pas l'intérêt de cotiser à ça, puisque moi, de toute façon, je n'ai pas les mêmes remboursements. Bon. Donc c'est la fin du système assurantiel qui est le système de sécurité sociale française. C'est ça qu'il explique. La deuxième chose, ils expliquent qu'ils vont fiscaliser encore davantage en réalité la sécurité sociale. Donc c'est là aussi la fin du système issu du Conseil national de la résistance. Ça, c'est ce qu'ils nous promettent pour le budget 2026. Plus évidemment les baisses que je viens de vous annoncer dans un grand nombre de budgets qui va s'ajouter à ce qui aurait été fait. Donc déjà, il y aura une bataille décisive, au moins on peut la connaître, au prochain budget. Bon, que feront les groupes de gauche par rapport à ça? Est-ce qu'on décide de ne pas censurer, parce qu'ils n'auront pas d'autre moyen que de le passer en 49.3, ce gouvernement? Bon, je pense que la question va être absolument décisive. Mais ça peut être avant. Parce que moi, ce que je crois qu'il va se passer, c'est qu'on va avoir, là, au printemps, vu ce qu'ils sont en train de mettre sur la table, vous avez compris, hein, le plan européen de von der Leyen, c'est 800 milliards d'euros, 150 assurés par prêt par l'Europe, et le reste, c'est les budgets nationaux. Bon. Ça veut dire qu'à mon avis, l'effort d'économie de guerre, ils vont déjà essayer de l'obtenir dès maintenant. Et ça veut dire que pour l'obtenir dès maintenant, ils vont essayer de sabrer, comme ils l'ont fait l'an dernier. L'an dernier, ils ont fait des budgets rectificatifs qui a sabré à peu près, en gros, une vingtaine de milliards d'euros par rapport au budget qui avait été voté. Ils vont faire la même chose. Moi, je le sens. Donc, ça veut dire qu'on va avoir des projets de loi de finances rectificatives au printemps. Et là aussi, chacun va être responsable de ses actes. Est-ce qu'on les laisse passer? Est-ce que s'ils font un 49.3 pour le passer, on les censure ou pas? Donc là encore, c'est une autre occasion. Troisième occasion, cette histoire du conclave sur les retraites, bon, qui était évidemment une arnaque. Hein, je vous rappelle comment cette histoire est venue. Quand le groupe socialiste a expliqué qu'il souhaitait un accord pour ne pas censurer, des conditions, au départ, ça a été de dire pas de 49.3 et pas de censure. Bayrou a dit il y aura des 49.3. Bon, d'accord. Pas d'abrogation, abrogation de la réforme des retraites, dans ce cas-là, pas de censure. Bayrou a dit on ne va pas abroger. Bon, d'accord. Suspension de la réforme des retraites, pas de censure. Bayrou a dit on ne suspend pas. Bon, et à la fin, ça s'est terminé sur ce conclave où chacun sentait, comme j'ai vu que Force ouvrière était sorti, ils ont raison en dénonçant la mascarade, chacun a senti que c'était une arnaque, quoi. C'est-à-dire l'idée était que tous ces gens-là se mettent autour d'une table, organisation patronale, syndicale, se mettent d'accord sur un projet de loi qui en plus conditionnait le fait de faire encore plus d'économies, et sans toucher aux cotisations, donc ça voulait dire que ça ne pouvait être que pire que l'actuelle réforme Borne, et s'ils ne s'entendaient pas, c'est la réforme Borne qui sera appliquée. C'est ce qui va se passer. Sauf que là, j'ai entendu que, d'après ce que je crois, le groupe communiste s'apprête à mettre l'abrogation de la réforme des retraites dans sa niche parlementaire. Donc il va y avoir un autre choix, à nouveau. Alors vous me direz, ils peuvent essayer de gagner du temps comme ils ont fait avec nous, sauf que comme ils vont devoir reprendre le texte là où il était en cours, on va peut-être y arriver. Ça va être un autre sujet. Bon, vous voyez avec moi que, en fait, sur toutes ces questions, il y a des moments où nous pouvons encore bloquer la machine. Parce qu'il y a quelque chose qui reste absolument décisif, c'est qu'ils sont sortis battus en juillet, qu'ils sont minoritaires à l'Assemblée nationale. Et que donc, il n'y a aucune raison qu'on les laisse imposer ce plan absolument désastreux, économico-militaire qu'ils nous promettent sur fond d'austérité pour tout le monde et de cadeaux pour le capital. On peut les arrêter. Moi, je crois que c'est ça qu'il faut, c'est-à-dire imposer une élection notamment nationale le plus vite possible pour essayer de rebattre les cartes. En tout cas, à mon avis, c'est ce que nous devons nous fixer comme cap. Et bien évidemment, pour ce cap-là, ça veut dire que LFI a vocation à continuer à rassembler la gauche sur un programme de rupture. C'est-à-dire que non seulement de rassembler, oui, mais la seule façon d'éviter que la suite, ça soit une extrême droite ou une droite extrémisée avec Retailleau, parce que c'est la même chose, c'est que nous soyons
c'est que ce rassemblement se fasse sur un programme de rupture. Et bien évidemment, et je le dis, il apparaîtra impossible pour les prochaines élections nationales de considérer que ce programme de rupture puisse se faire avec ceux qui n'ont pas voté la censure. Parce que la question, c'est qu'on ne peut pas penser et on ne peut pas faire croire aux électeurs à 2 reprises que oui, ceux qui, quelque part, n'ont pas respecté le programme pourraient le respecter le coup d'après. Voilà. C'est de ça, à mon avis, dont il est question. Donc nous devons faire en sorte, notamment avec toutes les forces politiques qui ont voté la censure, de préparer ces échéances et de faire en sorte de tomber le gouvernement. Si les socialistes veulent nous montrer qu'on s'est trompé et veulent avoir bienvenue, mais je n'ai pas l'impression, de ce que j'entends de la part de M. Hollande, que ça soit le court prix des choses, puisque très clairement, c'est une option centre-gauche qui est prévue pour 2027, dans laquelle, de toute façon, elle est exclue, mais ça tombe bien parce qu'on ne comptait pas y être inclus. Dernier point sur la suite. Je vous ai parlé des batailles législatives. Il y a bien évidemment les batailles sociales. Et vous avez compris, dans ce que je viens de vous décrire, que la menace, elle n'est pas seulement maintenant une menace de militarisation de l'économie, une économie de guerre, mais que très clairement, et on le voit encore plus avec Trump, la menace, elle est celle de l'extrême droite, voire d'une fascisation, qui encore une fois s'appuie, je crois que c'est toujours important. Je trouvais cette formulation du metteur en scène Bong Joon-ho, j'espère que je prononce bien, c'est celui qui a fait Parasite et Mickey 17, qui l'autre jour dans Le Monde disait « Définir l'étranger comme un ennemi, c'est la base du fascisme ». Donc évidemment, elle se base également sur des ressorts racistes évidents qu'on voit poindre de plus en plus. Et donc se mobiliser aussi là-dessus contre l'extrême droite raciste important. C'est pour ça qu'on veut faire du 22 mars, qui est un appel au départ de la CGT, LDH, etc., un grand moment de mobilisation pour montrer que non, dans ce pays, il y a des forces de résistance qui n'entendent pas ni sombrer dans une économie de guerre, ni faire en sorte d'aller vers des avenirs qui sont un avenir justement de guerre, mais non plus d'aller vers toujours plus d'extrême droitisation sur fond raciste. Et c'est bien évidemment ça que nous allons, pour notre part, continuer à essayer de bâtir. Voilà, merci.